2 ans. C'est le temps qu'il faudrait pour atteindre la fameuse liberté financière grâce à l'immobilier à haut rendement. Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on analyse le plan d'action de Florent Fouque. C'est un ancien cadre qui a décidé de reprendre le contrôle total de son temps. Et attention, on ne va pas juste vendre du rêve ici. On va vraiment décortiquer sa méthode mathématique, étape par étape. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Il y a une statistique qui fait un peu froid dans le dos. Environ 63% des gens vont au travail par pure contrainte. Et en contraste total, voici le résultat final de la méthode qu'on analyse. Gérer son patrimoine depuis une piscine à l'île Maurice. Le contraste est dingue, non? Mais comment c'est possible? En fait, c'est le fruit de l'acquisition de 5 appartements exploités en colocation. Ces biens génèrent 3 000 € par mois de revenus passifs bruts. C'est un changement de paradigme absolu. Alors, au menu d'aujourd'hui, on va voir 4 points essentiels. D'abord, la définition mathématique de la liberté financière. Ensuite, les 3 erreurs d'investissement qui coûtent extrêmement cher. Puis, on passera aux mathématiques pures du cash flow. Et enfin, comment identifier son propre profil d'investisseur. On commence tout de suite par notre première section pour redéfinir ce qu'est vraiment la liberté financière, au-delà des clichés. Ce qui est fascinant ici, c'est la règle d'or. Pas besoin d'un salaire de PDG pour être libre. Tout repose sur une balance très simple. Les revenus passifs, ceux qui viennent de nos actifs, doivent dépasser les dépenses du quotidien. C'est mathématique. Un actif, ça met de l'argent dans la poche, alors qu'un passif, ça en retire. Donc, pour que la machine tourne à plein régime, il faut minimiser impitoyablement ses passifs. Vraiment, tout ce qui siphonne le compte en banque chaque mois doit disparaître. Et ça s'illustre parfaitement au quotidien. Prenons l'exemple classique. Acheter une voiture neuve de 15 000 € à crédit. C'est littéralement le passif par excellence. D'ailleurs, l'auteur raconte avoir conduit une vieille Alfa Romeo achetée 3 500 € pendant des années, pendant que d'autres s'endettaient pour du neuf. La voiture perd de la valeur, le crédit pompe les ressources. À l'inverse, un bien locatif bien choisi, c'est un actif qui construit une vraie richesse sur le long terme. Bref, se débarrasser des crédits à la consommation, c'est vraiment la base absolue. Passons maintenant à la deuxième partie, et c'est sans doute la plus à contre-courant de ce décryptage. On va déconstruire quelques mythes qui font très mal au portefeuille. La première erreur, elle choque souvent. Considérer l'achat de sa résidence principale comme une priorité, voire comme un actif. Et oui, dans cette méthode, la résidence principale est classée comme un pur passif. Pourquoi? Parce qu'on l'achète avec l'émotionnel, pas pour la rentabilité. La maison va coûter de l'argent tous les mois, en entretien, en taxes, en crédit. Et le gros problème, c'est que ce crédit, il va instantanément bloquer la capacité d'emprunt pour de futurs investissements qui, eux, rapporteraient du vrai cash. Pour donner un ordre d'idée, l'exemple de la villa de l'auteur à Cap-Malheureux est frappant. S'il l'avait achetée, ça lui coûterait environ 3 150 € par mois de prêt. À ça, il faut ajouter le manque à gagner, parce que ce capital n'est pas investi ailleurs à haut rendement. La perte financière totale, 8 275 € par mois. C'est énorme. À côté de ça, louer cette même villa, avec tous les services inclus, ça ne coûte que 1 875 €. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Deuxième énorme piège, les fameux programmes de défiscalisation promus par l'État. On connaît tous les lois Pinel ou Duflot. L'idée de réduire ses impôts, c'est super attirant, ça aveugle un peu la prise de décision, mais la réalité, c'est que ça cache très souvent de lourdes pertes sur le long terme. C'est un peu le secret de Polichinelle de l'industrie immobilière. Il y a au moins 7 façons de perdre des plumes avec ces dispositifs. Déjà, on achète souvent du neuf bien au-dessus du prix du marché local. Ensuite, on se retrouve à devoir combler un trou tous les mois, car les loyers sont plafonnés et ne couvrent pas le crédit. On n'a pas non plus contrôle sur le bien. Et le pire, c'est à la revente. Tout le monde revend au bout des 9 ans d'engagement. Le marché sature, les prix chutent et on encaisse une moins-value terrible. Tout ça avec une capacité d'emprunt ruinée, c'est la totale. Enfin, la troisième erreur, c'est tout simplement de se lancer sans se former. Dans ce domaine, l'ignorance coûte des dizaines de milliers d'euros. Rater une astuce pour faire financer les frais de notaire par la banque ou mal optimiser sa fiscalité, c'est littéralement de l'argent jeté par les fenêtres. Allez, on passe à la troisième section. Maintenant qu'on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, comment on fait pour que les chiffres tournent vraiment en notre faveur? C'est là qu'on s'intéresse à la mécanique intime du cash flow. Le cash flow net, c'est concrètement ce qui reste dans la poche à la fin du mois. L'équation est simple sur le papier, il faut maximiser les loyers en utilisant des stratégies à haut rendement comme la colocation et réduire les coûts au maximum de l'autre côté. Ça veut dire négocier le prix d'achat à fond et avoir une fiscalité en béton armé pour gommer l'impôt. C'est cet équilibre délicat qui crée la vraie richesse. Et pour y arriver, il faut un cap chiffré très clair, viser une rentabilité entre 10 et 12% minimum. Tout ce qui est en dessous de 7% exigera presque toujours de remettre de l'argent de sa poche tous les mois, ce qui est un vrai gouffre. À l'inverse,
Franchir la barre des 10 à 12%, c'est le moment magique où le bien s'autofinance vraiment et dégage un revenu supplémentaire net. C'est le Graal pour aller vite. D'ailleurs, prenons quelques secondes pour analyser ces données, parce que c'est le jour et la nuit. Cette matrice compare la rentabilité au capital dont on a besoin. Si on veut générer 3 000 € par mois avec une rentabilité classique de 12%, il faut convaincre la banque de prêter environ 1,8 million d'euros. C'est colossal. Par contre, en optimisant le modèle pour atteindre 20% de rentabilité, la somme à emprunter s'effondre à seulement 360 000 €. Autant dire que c'est infiniment plus facile à faire passer auprès d'un banquier. Ce qui nous amène à notre 4e et dernière section, trouver notre ligne de départ, c'est-à-dire notre profil d'investisseur. Quand on veut se lancer, il y a 2 axes cruciaux que les banques vont scruter à la loupe. À la verticale, on a la capacité d'emprunt, qui dépend surtout de la stabilité professionnelle, et à l'horizontale, c'est l'épargne disponible. Il faut bien comprendre que les banques détestent le risque, car elles font très peu de marge sur les intérêts immobiliers. Notre position sur cette matrice va donc dicter le niveau de difficulté pour décrocher un financement et la stratégie à adopter. Du coup, 2 profils se détachent pour démarrer rapidement. Le profil de rêve, c'est la personne avec une belle épargne de côté et une situation hyper stable. Là, l'accès au crédit, c'est une autoroute. De l'autre côté, on a le profil avec un job stable, mais 0 apport personnel. Ce n'est pas mort, loin de là. Mais ça demande d'être malin. Il va falloir jouer intelligemment sur l'effet de levier et trouver des solutions créatives pour financer les frais annexes. À chaque profil, sa propre stratégie sur mesure. Et voilà, on arrive à la fin de ce décryptage, avec une double question redoutable pour passer à l'action. Sur quel quadrant de la matrice est-ce qu'on se situe aujourd'hui ? Et surtout, quel est le montant exact du cash flow dont on a besoin pour couvrir toutes nos dépenses obligatoires ? Faire ce calcul précis, c'est poser la toute première pierre d'un plan d'action de 2 ans pour viser cette fameuse liberté financière. Les bases sont posées, il n'y a plus qu'à faire les comptes.